Alors, merci beaucoup. Ce fut une rencontre fort intéressante, comme à chaque fois que j'ai l'occasion de venir rencontrer des représentants du monde agricole québécois à l'UPA. Vous savez, c'est la troisième campagne que je fais, c'est la troisième fois que je me retrouve ici, mais entre les moments de campagne, j'ai des rencontres régulières avec des représentants de l'UPA, dont M. Groslot, que j'ai vu il y a quelques semaines à peine. Nous sommes très fiers de l'action que notre gouvernement a posée, les actions que notre gouvernement a posées en à peine 18 mois. Je crois que notre plus grand objet de fierté, c'est le fait que nous ayons enfin au Québec une politique en matière agricole et alimentaire qui est la politique de souveraineté alimentaire. Ça ne s'était pas fait de tous les temps, qu'on ait enfin une politique très solide. Nous en sommes très fiers. Elle a été bien reçue. Nous sommes en train de la déployer. Elle concerne 4 domaines de notre 4 secteurs de cette importante activité pour le Québec, à savoir la promotion et l'identification des aliments produits au Québec, l'augmentation de leur consommation ici et de leur exportation, l'occupation du territoire, le développement des marchés et le développement durable. On a vu un ancien gouvernement confronter très souvent les représentants du monde agricole. Le gouvernement du Parti québécois a choisi la concertation. Ça nous a très bien réussi sous la gouverne habile du vice-premier ministre et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, qui a renoué avec le monde agricole et j'en suis très fière. Je veux d'ailleurs le remercier à cet égard. Voilà pour le bilan qui est plus large que cela. La relève nous préoccupe. Nous sommes intervenus et nous voulons intervenir encore davantage dans la suite des choses. Alors, ce que nous nous proposons de continuer à faire, c'est de déployer cette politique de souveraineté alimentaire, soutenir nos jeunes et soutenir la relève, promouvoir l'achat local de produits dans nos réseaux québécois, institutionnels. On sait que le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, même le secteur carcéral consomme beaucoup de produits alimentaires. Nous voudrions que ce soit des produits québécois et nous allons agir en ce sens. Nous voulons aussi continuer à reviser les programmes de soutien aux producteurs agricoles pour les adapter à l'agriculture d'aujourd'hui et pour que les producteurs aient accès à un filet de sécurité adéquat. Vous savez que d'entrée de jeu, nous avons éliminé la mesure de réduction qui concernait plusieurs agriculteurs où 25 étaient malheureusement éliminés finalement du filet de sécurité sociale et maintenant ça a été corrigé. Nous avons eu raison puisque la financière a retrouvé sa santé financière et nous allons continuer à la soutenir. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place sur la sécurité du revenu agricole qui nous remettra des recommandations et que nous allons mettre en œuvre si celles-ci font consensus. Et nous en avons convenu, M. Groslot et moi-même. Nous allons continuer à travailler aussi sur le front du maintien des terres agricoles que nous voulons conserver aux mains de producteurs québécois et de la relève. Et enfin, nous voulons adopter une stratégie pour mieux soutenir l'agriculture biologique. Nous avons donc encore à boire et à manger pour la suite des choses et nous souhaitons le faire en concertation avec ceux et celles qui produisent au Québec. Vous savez que c'est 7 de notre PIB que le secteur agroalimentaire ou bioalimentaire, c'est des milliers d'emplois de qualité dans toutes les régions. Et encore une fois, nous allons continuer à travailler ensemble et de concert pour que ce secteur grandisse encore. Merci, monsieur. Merci, Mme Marois. Alors, nous, on est très heureux d'accueillir Mme Marois et son équipe, dont M. Gendron, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler durant la dernière année.
Le secteur agroalimentaire, c'est des ventes à la ferme de plus de 8 milliards de dollars par année. C'est un secteur qui fait face à des fluctuations. Les prix des marchés, ce sont des prix mondiaux. Alors, les prix varient beaucoup selon les conditions de production sur les autres continents ou la demande des marchés. Les producteurs agricoles ont besoin d'outils pour faire face à ces fluctuations-là. Ce sont des outils qu'on appelle des programmes de gestion des risques. Et pour nous, l'important, en tout cas, ce qu'on attend principalement du futur gouvernement, c'est qu'il s'assure que les programmes de gestion des risques vont permettre aux producteurs agricoles de continuer d'investir et de participer à la croissance, à la demande de la croissance alimentaire. La demande alimentaire, elle est en croissance, donc ce n'est pas un marché qu'on doit voler à quelqu'un d'autre, mais c'est un marché qu'on doit occuper, être présent pour pouvoir occuper. La compétition, elle est féroce et, comme vous le savez, vous le constatez, vous êtes à même de le voir, on a quand même un climat assez exigeant ici pour les producteurs agricoles, donc il faut être sûr d'avoir des outils qui nous permettent d'être compétitifs. Alors, on veut vraiment s'inscrire dans cette croissance-là. D'ailleurs, c'est participer à la croissance, la façon dont on aborde les candidats cette année. Et en ce sens-là, la rencontre qu'on vient d'avoir avec Mme Marois et son équipe a été fort intéressante. Alors, voilà, je sais que vous êtes sans doute intéressé à poser quelques questions. Alors, je vous invite à le faire. Je vais laisser Mme... Merci, M. Groslot. Alors, période de questions va débuter en français, par la suite en anglais. J'essaie gentiment et humblement de vous demander de demeurer sur le sujet comme vous avez eu accès ce matin. Alors, une question, une sous-question. Monsieur Laprade. Oui, bonjour, Mme Marois. Bonjour, M. Laprade. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous avez parlé de votre politique de souveraineté alimentaire. Je me souviens, lors du lancement, l'an passé, vous insistez sur l'importance que les Québécois mangent davantage Québec. Oui. Vous vous souvenez de ça? Hein? Ah oui, je m'en souviens très bien. Je pense que les gens C'est dans mon comté, d'ailleurs, qu'on avait fait l'annonce Tout à de cette fait. politique avec mon ami et vice-premier ministre et ministre de l'Agriculture, François Gendron. OK. Maintenant, récemment, on apprenait que le MAPAC a réduit les budgets d'aliments du Québec pour la promotion, justement, de l'achat Québec, de manger québécois. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire de la part du gouvernement de couper les budgets? Bon, c'est une question pertinente. Il s'est développé d'autres stratégies avec différents partenaires pour s'assurer que le travail soit de même niveau et de même ampleur et qu'il n'y ait pas d'effet négatif sur la promotion des aliments, de la consommation d'aliments québécois et de la promotion du label Aliment Québec. Alors, avec d'autres partenaires, nous maintenons le même niveau d'activité. C'est bien ça, Monsieur le ministre? Mais j'ai peut-être mal compris, mais la réduction des budgets de 40 est-ce que ce n'est pas un peu une contradiction? En sens Ça dépend, encore une fois, si cela n'est pas remplacé par des partenariats avec d'autres instances ou des producteurs ou des grands marchands qui nous permettent de compenser ce qui n'est pas fait directement par le ministère et qui nous garde le même niveau de pénétration au plan de la publicité, de la promotion. OK. Maintenant, en terminant, sur la question de l'accaparement des terres, Oui. On parle de relève agricole, de l'importance d'avoir des terres pour justement continuer à faire de l'agriculture. Est-ce que vous allez intervenir pour freiner la financiarisation des terres agricoles par les PANGA et autres? D'accord. Alors, nous avons évidemment débattu depuis un moment de cette question. Il n'y a pas de solution facile à cet égard. Tout à l'heure, dans la rencontre privée que j'ai eue avec le président du PA, avec M. Groslot, nous avons mis sur la table certaines hypothèses qui pourraient nous amener à plafonner les volumes d'hectares, par exemple, qui pourraient être possédés par des fonds qui ne sont pas des agriculteurs ou des producteurs qui produisent directement. C'est une avenue que je suis prête à explorer parce qu'encore une fois, je le répète, il n'y a pas de solution facile. Nous sommes dans une société où il y a un libre marché, mais notre volonté, c'est de nous assurer que les terres soient la propriété de producteurs et que ces producteurs puissent assurer une relève, en particulier par des gens apparentés, mais aussi par de jeunes agriculteurs qui auraient le goût de continuer à cultiver la terre, à élever des animaux pour la production alimentaire. Alors, nous sommes très favorables à cette perspective-là. Il faut trouver le bon moyen pour arriver à l'atteinte de l'objectif. Rebonjour, Mme Marois. Rebonjour. Bonjour, M. Groslot. Oui, bonjour. Plusieurs producteurs agricoles, dites-moi si j'ai tort, M. Groslot, s'inquiètent du pouvoir des municipalités de limiter les activités agricoles. Pas de les encadrer, mais bien de les limiter. Oui. Il y a eu quelques cas, dont une histoire à Sainte-Séraphine,
où la municipalité avait décidé de limiter les activités agricoles sur son territoire. Est-ce que, Mme Marois, est-ce que vous proposez, est-ce que vous êtes sensible à ces inquiétudes-là de producteurs agricoles et vous entendez peut-être mieux encadrer le pouvoir des municipalités en matière d'activités agricoles? Voulez-vous faire quelques commentaires, M. Oui, je Groslot? peux commencer. Dans le cadre d'un projet de modification de la loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles, il y a un A dans la loi qu'on oublie souvent, c'est celui des activités agricoles. Alors, nous, on a déjà signifié très, très clairement à M. Gendron, si on veut modifier la loi, on doit renforcer la partie de la loi qui protège les activités agricoles légitimes faites par un producteur agricole dans le cadre de ses travaux. Alors, actuellement, oui, il y a certains citoyens, par exemple, qui se plaignent d'une activité légitime à cause du bruit ou autre chose. Et il y a des municipalités qui interviennent pour tenter de légiférer sur cette activité-là en associant cette activité-là à une nuisance ce qui est permis pour les municipalités de réglementer. Alors, c'est sûr que nous, c'est quelque chose qui nous inquiète. Alors, on va demander que l'encadrement des activités agricoles soit protégé lorsqu'elles sont faites correctement et de façon légitime par un producteur agricole. Et je suis essentiellement d'accord avec ce que vient de dire M. Groslot. C'est dans la loi. Et à partir du moment où on établit des règles en matière environnementale, en matière de protection de l'eau, je crois qu'on ne doit pas empêcher qu'il y ait des activités agricoles et qu'une municipalité puisse s'autoriser à les empêcher à partir du moment où l'encadrement prévu est respecté par les producteurs. Sur la cohabitation entre les villes et le monde agricole, je ne sais pas si vous pouvez préciser votre pensée là-dessus. Il y a un choc, là, entre autres dans les banlieues très proches ici de Montréal. Vous attendez à quoi concrètement là-dessus? Bien, nous, on s'attend à ce que la loi sur la protection des terres agricoles soit renforcée autour des villes, parce que même la communauté métropolitaine de Montréal, lorsqu'elle a adopté le dernier PMAD, Plan métropolitain d'aménagement et de développement, ils se sont entendus sur la nécessité de densifier pour économiser sur le transport, économiser sur les constructions de routes et tout ce qui vient avec l'étalement urbain. Donc, nous, on s'attend à ce qu'il y ait une protection accrue des terres agricoles près des centres urbains et une protection des activités agricoles légitimes aussi. Je l'entends bien, là. Moi, je ne veux pas protéger des activités agricoles qui ne seraient pas conformes aux règles qu'on a, aux règles de l'art. Alors qu'ailleurs au Québec, il faut investir pour développer nos terres agricoles là où il y a du potentiel. Est-ce que la loi sur le zonage agricole a été mal appliquée entre 2003 et 2012? La façon dont la loi fonctionne, c'est que les prétendants, les gens qui prétendent, ou les municipalités qui doivent se développer ou qui ont besoin de territoire pour se développer, vont adresser une demande de dérogation à la Commission de protection du territoire agricole. Et lorsqu'ils font la preuve qu'ils ont besoin de territoire, la Commission, habituellement, les accommode. Alors, c'est sûr que cette loi-là, appliquée municipalité par municipalité plutôt que pour une ensemble de municipalités, fait que chacun essaie d'aller chercher le meilleur morceau, puis on empiète de plus en plus sur le territoire agricole. Donc, elle a été mal appliquée, à votre avis? Bien, elle n'a pas été mal appliquée, c'est que la loi ne prévoyait pas qu'elle s'applique pour un ensemble de municipalités plutôt que pour chaque municipalité. C'est ce phénomène d'accaparement des terres par des fonds d'investissement où on tente d'associer le producteur agricole, mais on limite beaucoup son droit à cet égard de propriété. Moi, je crois que c'est questionnable. Et il n'y a pas de... Ce que j'ai dit au départ et que je répète, il n'y a pas de solution facile à cela. Nous sommes dans une économie de libre marché, mais il y a des balises que l'on pourrait mettre pour nous assurer que les terres agricoles demeurent la propriété des producteurs agricoles. Mais c'est une menace moins grande que l'achat par des banques ou des financiers à l'international, que le modèle de Pangea? Écoutez, on a, sur la question de l'achat par des étrangers, on a déjà modifié la loi pour limiter le volume, hein, c'est ça, la superficie de terre qui peut être achetée chaque année par des étrangers. C'est bien ça, Monsieur le ministre? C'est 1000 hectares maximum par année. Alors, on a mis une balise qui nous apparaît raisonnable. Monsieur Groslot, voulez-vous ajouter quelque chose? Bien, c'est-à-dire que le modèle Pangea n'est pas vraiment différent des modèles d'autres modèles d'investissement, par exemple, par des fonds.
Pangea, c'est également un fonds d'investissement avec une approche, c'est une approche avec les producteurs. Les terres appartiennent à Pangea, mais la culture des terres se fait avec des producteurs associés. Alors, pour nous, la terre devient la propriété du fonds. Et plus le fonds prend de l'expansion, plus les terres sont concentrées. Je dois vous dire que le producteur qui collabore avec Pangea utilise les semences de Pangea, doit remettre ses récoltes à Pangea qui, lui, va les commercialiser. Alors, le travail du producteur dans un modèle comme celui-là se résume à être ni plus ni moins qu'un opérateur plutôt qu'un entrepreneur. Alors, c'est certainement pas, nous, le modèle que nous privilégions. M. Couillard propose de faciliter le transfert d'entreprises agricoles, de fermes au sein d'une même famille. C'est quand même une mesure qui coûte assez cher. De mémoire, c'est environ 100 millions de dollars par année pour ne pas imposer le gain en capital, finalement. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que beaucoup de fermes, justement, ou beaucoup d'entreprises agricoles qui s'en vont dans les mains d'étrangers plutôt que de rester dans la famille. Actuellement, il y a des mesures, il y a des programmes qui permettent d'accompagner les achats de terres par des gens qui ont des liens de parenté. Donc, des ventes avec des apparentés. Et nous continuons de croire que c'est une excellente idée. Maintenant, effectivement, l'ordre des moyens doit sûrement être revu. Ça m'apparaît une somme très considérable dans le cas présent. Il y a probablement des mesures fiscales qu'on pourrait revoir, et ça fait un moment qu'on réfléchit à toutes ces questions-là. Probablement des mesures fiscales que nous pourrions revoir et qui permettraient d'être plus efficaces sur ce transfert, protégeant les droits et les actifs vendus par le parent à un fils, à une fille, et permettant à cet enfant ou à cette apparenté, ça peut être une famille élargie, d'être capable de faire suffisamment de revenus pour générer ce qu'il faut pour rembourser celui qui a fait le transfert de la terre ou payer les hypothèques qui vont avec. Alors, ce n'est pas facile. Il n'y a pas de solution là, automatique. Et puis, si on met des sommes considérables, bien, à ce moment-là, est-ce qu'on va le faire dans d'autres secteurs de notre économie? Là, à ce moment-là, ça devient exponentiel. Mais moi, je suis prête à continuer à travailler sur des solutions concrètes pour aider les agriculteurs en ce sens. Et ensuite, question pour monsieur. Justement, vous avez entendu parler de la proposition de M. Couillard la semaine passée. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne proposition? Est-ce que ça va même au-delà de ce que le Parti québécois peut promettre? Bien, on va recevoir M. Couillard demain, ici. Donc, on pourra aller plus à fond là, sur la proposition qu'il a faite. L'exemption de gain de capital est importante pour le transfert des entreprises agricoles. Puis, elle est un peu spécifique au secteur agricole parce que les rendements sur les capitaux investis sont plus faibles que dans les autres secteurs et la quantité de capitaux nécessaires est plus importante aussi. Donc, c'est les deux raisons pour lesquelles, en agriculture, on a des exemptions de gain de capital pour les transferts agricoles. Ces gains de capitaux-là, ces exemptions-là, pour, dans le fond, peut-être compléter le coffre à outils dont on a besoin, doivent assurément permettre aux jeunes agriculteurs de devenir propriétaires. Je pense que c'est là où on devrait s'assurer, parce que cette exemption-là s'applique aux vendeurs, pas nécessairement uniquement s'il vend un jeune agriculteur. Donc, je pense que si on veut vraiment favoriser la relève agricole, c'est peut-être sur ce volet-là qu'il faudrait s'assurer de cibler notre intervention. Merci. Bonne fin de journée. Merci, Mme Marois. Merci. C'était une très, très bonne rencontre.